C'est à Ionesco, cependant, que j'emprunte la phrase « Je ne suis présent qu'au passé » dans Le roi se meurt, qui me permettra d'interroger d'un point de vue un peu plus linguistique peut-être que ce qui a été proposé jusqu'à maintenant, le mélange tout à fait singulier chez Saint-Simon entre différents présents au sens grammatical, entre différents présents linguistiques, et poser une question qui, je pense, est toujours d'actualité dans les études saint-simoniennes, qui est celle du présent de narration, précisément, dont nous avons un petit peu parlé. La question des temps verbaux occupe plus généralement dans la réflexion littéraire une place essentielle, qui entremêle des enjeux de théorie de la fiction, des enjeux de reconnaissance des genres littéraires et des enjeux de pratique énonciative. Or, il me semble que la lecture des mémoires montre qu'en marge d'une présence écrasante du passé simple, et beaucoup des citations qui ont été données ce matin, j'y étais attentif, présentent des verbes au passé simple, il me semble aucune, au présent de narration, montre que l'auteur recourt cependant parfois à des formes au présent, et même souvent au sein d'une même phrase qui est conduite au passé simple, un phénomène de torsion que les linguistes ont parfois reproché à certains auteurs de l'âge classique. Alors, entre autres exemples, je voudrais commencer mon introduction en citant 4 phrases que j'ai relevées dans la chronique de 1710 et dans la chronique de 1715. Je précise tout de suite que ce sera l'ensemble de mon corpus et que je n'ai travaillé que sur les 2500 occurrences de présent dans ces 2 textes. Alors, la première, 1710, j'ai donné la page dans l'édition de la Bibliothèque de la Pléiade. Pour 1715, pour des questions de commodité, je donnerai l'édition qui a été faite très récemment par François Ravier au livre de poche. Avec ce tour, les jésuites, écrit Saint-Simon, à qui rien n'est indifférent, s'affectionnèrent à celle-ci comme à leur propre, et se rendirent de même capables de tout concerter avec nous et d'entrer en part des conseils et des exécutions. Un premier passage d'une principale au passé simple, en italique, à une subordonnée au présent. Oui, pardon. Merci. Je vais m'éloigner un petit peu. On m'entend toujours bien ? Parfait, très bien. Oui, je vais parler à cette distance. Merci. Deuxième citation, qui commence d'ailleurs par « à cet instant ». Elle appelle Amézaga, lieutenant des gardes de corps qui commandait le détachement qui était auprès d'elle, et en même temps l'écuyer qui commandait ses équipages, ordonne au premier d'arrêter Madame des Ursins, on aurait reconnu ce passage très célèbre, et de ne la point quitter qu'il ne l'eût mise dans un carrosse avec 2 officiers des gardes sûrs et une quinzaine de gardes autour du carrosse. Troisième moment au présent, je me souviens qu'une nuit de Noël à Versailles, où il accompagna le roi à matines, et aux 3 messes de minuit, il surprit, on parle du duc d'Orléans, il surprit la cour par sa continuelle application à lire dans le livre qu'il avait apporté et qui parut un livre de prière. Quatrième et dernier exemple, je retourne en 1710. Or, le jeudi fut le jour que Bignon me fit la réponse négative de mademoiselle Chouin, que je fus tout de suite porter le jour même à Saint-Cloud, et le dimanche suivant est le jour auquel le roi parla à Monseigneur et tira parole de lui pour le mariage. Nous sommes en pleine intrigue du mariage de monsieur le duc de Berry. Ces 4 exemples entremêlent bien les temps du discours et les temps du récit, et donc s'opposent à une règle de grammaire élémentaire qui témoigne d'une alliance étrange entre présent et passé simple. De telles transitions hétérogènes, je reviendrai sur cette citation de Weinreich, ont été analysées par Kettenberger, qui fait du passage du texte au passé simple purement fictionnel vers le présent un indice d'une frontière franchie entre la fictionnalité du récit et la feintise du discours autobiographique. Je renvoie aux thèses de logique des genres littéraires. Pour Weinreich, dans le temps, ces passages constituent un franchissement d'une frontière entre le monde raconté, qu'on lit dans une attitude de locution détendue, et le monde commenté, qu'on lit dans une attitude de locution tendue. Marc Hersan est revenu sur toutes ces distinctions dans son ouvrage sur le discours de vérité. Plus encore, pour Weinreich, on peut distinguer la transition du passé simple au présent, qu'il appelle transition hétérogène, d'une transition du plus que parfait au présent, qu'il appelle transition doublement hétérogène dans l'attitude de locution et dans la perspective de locution. Rassurez-vous, je ne rentrerai pas dans tous ces détails un peu tortueux. Enfin, je rappellerai cependant que pour Paul Ricoeur, le franchissement temporel du présent au passé et du passé au présent
constitue une rupture entre le monde du récit romanesque et le monde du récit historique. Mon propos sera de débattre de telles conséquences fictionnelles, linguistiques et génériques dans de telles phrases, tels passages qui rendent le discours historique du duc de Saint-Simon, mais nous le savons tous, nettement polyphonique, qui joue sur différents répertoires d'un présent qui n'est pas le temps du temps présent. Et là, je m'appuie sur les analyses de Damien Creulier, qui montre dans un chapitre de son ouvrage que l'absence de présent d'énonciation chez Saint-Simon, il l'a d'ailleurs rappelé ce matin, constitue une singularité de son écriture de mémorialiste, qu'il ne pratique pas la double détente d'un Chateaubriand ou d'un Genet, qui permet à ses auteurs de comparer le moi écrit et le moi écrivant. Et donc, pour reprendre notre titre, que Saint-Simon n'est jamais présent dans son récit qu'au passé. Il faudrait s'interroger sur la visée généralisatrice et sur le coup de force présuppositionnel du présent dit de moraliste, qui est mon exemple 1, présent de vérité générale, je relis la citation, avec ce tour, les jésuites à qui rien n'est indifférent à toute période et à toute époque. Il faudrait s'interroger sur l'usage très rare chez Saint-Simon du présent dit de narration. Dans mon exemple 2, elle appelle à Mézaga, elle ordonne au premier d'arrêter Madame des Ursins, qui participe ou participerait, le conditionnel me semblera nécessaire, d'une injection de romanesque dans le discours historien. Et là, je vais revenir sur les thèses de Marc Hersan. De la présence du présent dit de régie, l'expression utilisée ce matin dans l'exemple 3, je me souviens, qui permet de constituer la grande majorité des présents sollicités par l'écrivain, j'y reviendrai, et enfin de présents tout à fait énigmatiques, très surprenants, comme mon exemple 4, où Saint-Simon commence par donner une date avec un passé simple, le jeudi fut le jour, mais de manière très étonnante, il donnerait une deuxième date au présent, le dimanche suivant est le jour. On aurait pu, j'insiste sur un programme de travail que je ne vais pas développer dans le cadre des 30 minutes qui me sont imparties, 23 maintenant, mais on aurait pu également étudier la fréquence d'apparition de chacun de ces présents. Et d'une part, je le ferai mais seulement dans une partie spécifique du texte, la proportion qu'il représente en rapport au passé simple. D'autre part, la proportion de chaque type de présent parmi l'ensemble du relevé. Alors je ne veux pas vous abasourdir de chiffres, mais j'ai décompté dans la seule intrigue du mariage de Monsieur le Duc de Berry 1433 formes de passé simple et 140 présents, un rapport d'1 pour 10. Marc Hersan souligne également que de grands récits complets, sans aucun présent, apparaissent dans les mémoires de Saint-Simon, et il y a des pages entières dans l'année 1715 qui sont rédigées au seul passé simple. Enfin, contrairement à Weinreich, que je relirai quand même de près, je ne considérerai pas ici les présents dans les dialogues comme révélateurs d'une pratique de la narration, et j'exclurai de tout mon relevé tous les présents qui sont insérés dans le discours des personnages. Et pour des raisons que j'ai déjà évoquées en introduction, je vais concentrer mes repérages sur les seules chroniques des années 1710, où se tient l'intrigue du mariage de Monsieur le Duc de Berry, et 1715, où se tient le passage de la disgrâce de la princesse des Ursins. Et je vous donne tout de suite mes tableaux de répartition des différentes formes de présents, oui, les chiffres sont assez lisibles, dans ces différentes sections de l'œuvre. 2500 présents au total, répartis inégalement entre 1710, où j'en compte 769, et 1715, où j'en compte 1722, mais les textes ne sont pas du tout de longueur égale, donc il faudra pondérer ça par la longueur des textes. Et je reviendrai sur ces chiffres, mes 5 catégories de présents: le présent de vérité générale, présent du moraliste, le présent de régie, présent de l'historien, le présent d'énonciation que je vais annexer de manière peut-être un peu hasardeuse au présent de l'autobiographie, j'y reviendrai, le présent de narration, celui du romancier, et le présent de description que Kettenberger appelle présent tabulaire, sur lequel aussi j'étendrai peut-être, si j'ai le temps, j'essaierai de le prendre, quelques remarques. Je vais aller du présent qui me semble le moins temporel, c'est-à-dire celui qui est le plus abstrait de la notion de présent à l'intérieur du mot présent, vers celui qui me semble le plus temporel, et étudier la posture d'écrivain qu'ils supposent et le rapport à la fiction qu'ils entretiennent. Vaste programme.
Je vais commencer par m'intéresser au présent de vérité générale et rappeler une citation très célèbre de Saint-Simon qui est dans l'une de mes chroniques. Ces mémoires ne sont pas un traité de morale. Il s'agira ici de distinguer le présent en position gnomique, pur présent de vérité générale, dans des phrases qui ont, je reprends les travaux de Delphine de Garriguel sur lesquels je vais revenir, valeur de maxime, et qui se trouvent dans des phrases tout à fait autonomes. Exemple, en 1715, « Il ne faut pas se proposer l'impossible, dit Saint-Simon, mais y entrer de façon qu'on n'y donne que très peu d'un temps court précieux et qui s'enfuit sans cesse. » Mais on pourra aussi remarquer que souvent le présent de vérité générale est placé en position d'exophore mémoriel dans des propositions subordonnées, telles que, en 1710, elle se hâta de le dire au roi pour le tirer de peine, parce que rien ne le met en si aigre malaise que la crainte d'être désobéi. Alors, le présent de vérité générale dans l'œuvre de Saint-Simon est extrêmement présent. Il est d'ailleurs souvent renforcé par l'adverbe « toujours » qui lui donne bien une dimension extratemporelle. Il est souvent représenté en subordonné dont la principale est au passé simple. Et globalement, dans la première partie de l'année 1715 et dans le tableau du règne, qui sont des passages purement historiques, on en trouve moins. Delphine de Garriguel a proposé un recensement des maximes dans les mémoires. Bien que mon recensement ne chevauche pas tout à fait le sien, mon recensement est plus large. Il me semble intéressant de montrer que ces présents jouent sur une sortie du présent et qu'ils n'ont pas véritablement de valeur temporelle. Dans la citation que je viens de donner de la chronique de 1710, Saint-Simon parle du roi, qui est mort au moment de l'écriture du texte des mémoires, mais dit quand même qu'il semble exister. Rien ne met le roi en si aigre malaise que la crainte d'être désobéi. En fait, j'irai même plus loin, car il me semble que je crois que parfois, comme s'il oubliait que le roi était mort, Saint-Simon place les actions qui le concernent et qui dépendent du monarque dans une sorte de présent parallèle, complètement décroché du présent de la narration. Je passe maintenant au présent. Alors, je vous ai mis ici les graphiques, mais je n'ai pas le temps de les détailler, qui recensent l'ensemble des présents de vérité générale dans les pages de l'année 1710 et de l'année 1715. Ce que l'on peut quand même noter, c'est qu'il y a un usage continu de ces présents et que Saint-Simon les utilise de manière extrêmement fréquente, voire, dans certaines pages, de manière écrasante. Dans l'année 1710, on peut relever une page où il y a 14 présents de vérité générale, quand dans l'année 1715, le record est battu puisqu'on a presque une trentaine de présents dans quelques pages des mémoires. Mais je passe tout de suite au présent de Régie, dont l'une des formules favorites de notre auteur est le fameux « on peut juger » que Delphine de Garriguel a beaucoup étudié. Alors là, mes chiffres sont très petits, mais ce n'est pas très important. Je me suis autorisé à recenser quelques postures de l'historien saint-simonien à travers ses expressions et ses formes verbales au présent. Et je vous en donne une petite liste, mais qui est familière à tout lecteur. Il faut, dis-je, on voit que, on vient de voir, je viens de faire, il est nécessaire de, le rare est que, je crois, la vérité est que, discours de vérité, n'est-ce pas? Il est vrai que, on peut juger, il n'est pas temps de, et bien sûr le célébrissime, si j'ai le temps d'achever ces mémoires. Tous les chiffres que j'ai mis dans les colonnes rejoignent l'année 1715 seulement. Ces formules très célèbres et bien commentées permettent à Saint-Simon de s'arracher du temps présent pour guider le lecteur à travers la lecture des mémoires. La fonction de régie, qui a été beaucoup étudiée par Gérard Genette, lui permet d'architecturer son texte et donc de jouer la fonction d'un metteur en scène de l'histoire ou d'un cinéaste qui nous fait dérouler devant nos yeux le film de la situation. Je les ai ainsi représentés dans ces deux autres graphiques, ces présents de régie, même s'il l'usage est tellement écrasant qu'il est difficile parfois de déterminer des périodes. Dans presque toutes les pages en fait, des deux chroniques de l'année 1710 et 1715, vous trouverez des présents de régie, des manières pour Saint-Simon de s'assurer la mainmise sur son récit et donc d'organiser une nouvelle structuration de l'histoire. Mais je passe tout de suite à des présents qui posent sans doute plus de problèmes et qui me semblent avoir à la fois plus de liens avec la notion de
temps présent, mais aussi avec celle d'un genre littéraire très polyvalent qui ne prête pas seulement au discours de vérité, mais aussi au discours de l'autobiographie. Nous savons que Saint-Simon est très chiche de phrases où il donne des dates de l'écriture de ses mémoires, et nous en avons ici un exemple que j'ai mis en sous-titre. La liaison étroite entre Torcy et moi, qui a duré jusqu'aujourd'hui, et c'est bien le déictique ici qui me permet de parler d'autobiographie, nous sommes dans le moment de l'écriture, qui a duré jusqu'aujourd'hui, et la subordonnée, que nous sommes en mars 1746, chronique de 1715. On rappellera que les présents que je donnerai comme autobiographiques sont les seuls présents qui indiquent à coup sûr que le procès du verbe a rejoint le moment de la narration, et donc les seuls présents où il y a parfaite coïncidence entre le moment de l'action et de son énonciation. Ce pourquoi je me serais beaucoup appuyé dans mes relevés sur des adverbes qui nous le prouvent, et qui sont souvent des adverbes déictiques comme maintenant, comme aujourd'hui, comme encore, ou, sa négative, comme plus. Mais ce n'est pas toujours automatique. Par exemple, il y a une phrase qui peut nous poser des questions lorsque Saint-Simon écrit « Il s'agit maintenant de raconter ». Nous avons l'adverbe « maintenant ». Nous pouvons penser qu'il s'agit d'un présent autobiographique. Or, il s'agit très explicitement d'un présent de régie. Saint-Simon ne fait que de réorienter le discours de son récit, sans pour autant s'impliquer nécessairement dans ce discours. Il faut donc être tout à fait pointilleux lorsque l'on analyse ces phrases. Par exemple, au début de l'intrigue du mariage de Monsieur le duc de Berry, Saint-Simon écrit « Maintenant, il est temps d'expliquer », mais ce « il est temps » n'est pas un présent autobiographique. L'exemple, en revanche, le plus indéniable, c'est celui que j'ai cité, la liaison étroite entre Torcy et moi, qui a duré jusqu'aujourd'hui que nous sommes en mars 1746, nous indique bien que là, Saint-Simon parle du temps vécu au moment de l'écriture des mémoires. Il est d'ailleurs assez ironique, soit dit en passant, que ce sont souvent ces présents autobiographiques qui indiquent la mort des gens. Précisément, ils sont utilisés pour convoquer des survivants, ceux qui ont traversé le champ de mine de l'histoire et sont soit vivants, soit encore morts au moment de l'écriture. Alors, je ne peux pas tous les relever, mais je vais vous donner quand même un échantillon représentatif de ce que j'appellerais ces présents autobiographiques, et qui concerne la comtesse de Soissons, elle est maintenant oubliée, les enfants de Madame de Soubise, dont le fils, je cite, « jouit avec éclat la troisième génération aujourd'hui dans toute son étendue », la postérité de Scarron, et je cite, « la plaisanterie du meilleur goût qu'on admire encore dans ses ouvrages », le duc de Noailles, qui cherche toujours au moment de l'écriture des privilèges, je cite, « il ne s'est jamais lassé de courir et court encore, plus de 30 ans après, à travers tous les opprobres qu'il a recueillis en ces dernières guerres. » Le marquis de Brancas, alors je ne sais pas si on dit Brancas ou Branca, vous m'excuserez, qui survit péniblement, je cite, « j'en parle comme d'un homme mort par les apoplexies dont il est accablé, présent, qui apparemment ne le laisseront pas vivre longtemps. Il a la main droite toujours gantée, même en mangeant, les doigts en paraissent vides, il n'a qu'un mouvement léger du pouce. Belle-Île, je cite, « il est même encore aujourd'hui si considérable que… » Le duc de la Mirandole en Espagne, je cite, « il est aujourd'hui encore grand maître de la maison du roi d'Espagne. » Ou enfin, ma dernière citation, Pontchartrain fils, je cite, « il vit encore dans la solitude et le plus parfait néant, toujours enragé de jalousie et de dépit contre son fils, qui lui rend des devoirs, et rien de plus. » Je vous ai proposé dans le tableau de droite un petit classement dont j'ai une case vide, mais je suis certain que vous m'aiderez à la remplir, qui montre que Saint-Simon parle souvent de gentils, de personnages qu'il considère comme positifs, qui sont morts, Scarron ou Fénelon, et là je vous relis, la plaisanterie du meilleur goût qu'on admire encore dans les ouvrages de Scarron. Mais Saint-Simon peut aussi parler de méchants qui vivent encore, tels Pontchartrain fils, ou des gentils qui vivent encore, comme Brancas. Il y a en tous les cas une dimension axiologique dans ce présent autobiographique. Saint-Simon fait le tri entre ceux qui méritent encore de vivre et ceux qui mériteraient d'être morts. Il établit souvent des conséquences contemporaines à des actions passées. Et je vous cite une phrase où on retrouvera ce présent autobiographique. « De là, l'élévation de la plume et de la robe. » On sent tout de suite que ce qu'il va dire ne sera pas positif. « Et l'anéantissement de la noblesse par les degrés qu'on pourra voir ailleurs, jusqu'au prodige qu'on voit et qu'on sent aujourd'hui. » Un temps catastrophique qui rejoint le moment de l'écriture. Enfin,
je serais tenté d'annexer à ces présents autobiographiques le long portrait de Noailles que l'on trouve dans la chronique 1715, qui montre que le démon vit toujours. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de présents de narration ni de présents de description, mais bien d'un présent qui chevauche la description et l'autobiographie. Je vous en lis quelques lignes, elles ont été très précisément analysées par François Ravier dans son livre. Le dehors de son caractère, comme il vit et qu'il figure encore, on sait comme il est fait pour le corps. Toute sa physionomie est esprit, affluence de pensée, finesse et fausseté, et n'est pas sans grâce. Voilà le démon. Et si précisément la définition du démon c'est d'être tout, c'est qu'il est aussi celui qui est de tout temps, même le temps de l'écriture. Alors, pour être exhaustif, je pourrais aussi ajouter à ces cas de présents du moment de l'écriture les quelques rares présents de Saint-Simon où il s'improvise critique littéraire et où il commente des textes insérés dans le déroulement des mémoires. C'est le cas par exemple pour la lettre qu'il va présenter au roi dans la chronique de 1710. Ces présents nous montrent comment Saint-Simon se fait critique littéraire et où il commente sa lettre. Je vous cite une phrase de l'intrigue. « Cette lettre peint mieux que les portraits l'intérieur du roi, par le tour dont elle s'exprime. » Mais je voudrais maintenant m'intéresser à un présent qui ressemble fortement au présent de l'autobiographie, mais qui ne concerne pas les actes, mais les descriptions, et parler rapidement du présent tabulaire. Avant cela, voici l'annexe qui présente les présents autobiographiques dans les mémoires de Saint-Simon, et là on peut être surpris par leur rareté, et par le fait qu'ils sont circonscrits à certains moments très précis de l'intrigue, mais que Saint-Simon refuse de parler de lui, autant qu'il parle de son texte en train d'être écrit ou qu'il énonce des vérités générales sur le monde duquel il parle. Et la situation est à peu près la même pour ces présents tabulaires, ces présents de description, qui concernent, vous l'aurez remarqué, très souvent Versailles. Je vous donne une citation que j'ai mise dans le sous-titre. « Je lui demandais où et avec quels frais il établirait tout cela à Versailles, et je vais être obligé de dire du mal de Versailles, lieu sans rivière ni eau bonne à boire, qui n'est que sable ou boue, à qui la nature refuse tout, jusqu'à des abreuvoirs commodes pour des chevaux, et où il ne croit rien au monde. » C'est dans le tableau du règne, 1715. Ces présents tabulaires dont mes 2 années étudiées concernent principalement Versailles, qui est un petit peu l'endroit fétiche de la description saint-simonienne, mais aussi Marly, La Ferté, Cambrai, et de manière beaucoup plus résiduelle, même si Delphine de Gariguel nous dit que Saint-Simon utilise beaucoup le présent tabulaire dans le passage en Espagne, la cour d'Espagne, Guadalajara par exemple. On peut donc distinguer une description espagnole, où Saint-Simon utilise souvent des prolepses, j'aurais lieu d'en parler ailleurs, et une description française, elle-même dissociable en 2 lieux, les lieux du roi, Versailles-Marly, et les lieux du mémorialiste, La Ferté, point d'ancrage du récit. À propos de Versailles, d'ailleurs, ce que décrit Saint-Simon, c'est souvent les antichambres, les pièces cachées, les endroits qui sont résiduels, les petites pièces. Et je vous donne un petit florilège de citations. Ils les conduisirent dans une tour du palais qui est derrière la buvette de la grande chambre et le cabinet du premier président, laquelle répond au greffe et le joint. Ils firent creuser un grand trou dans la muraille. Souvent, c'est une description de cabinet. Par exemple, une très petite pièce, ce sont toujours des petites pièces, qui est entre la grande salle des gardes et ce grand salon qui donne sur la petite cour des princes, ou, en 1710, le petit salon qui conduit à l'orangerie et dont Saint-Simon note que tout y est contigu et l'enfile, ainsi que le salon de la galerie de l'appartement de la duchesse de Bourgogne. Donc c'est une description souvent occulte, de petits passages, de petites pièces où vont se mettre en place des mécanismes importants dans l'histoire, ou bien une description fortement dépréciative, où Saint-Simon se moque de Versailles. Les folles propositions de Noailles de déplacer à Versailles des affaires parisiennes reçoivent cette réponse que je viens de lire. Et dans le tableau du règne, Saint-Simon n'a pas de mots suffisamment forts pour indiquer qu'il se moque de Versailles. Versailles est le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre. Oui, c'est Saint-Simon qui écrit Versailles sans terre, parce que tout y est sable mouvant ou marécage. La construction d'un espace uchronique, d'une ville pétrifiée, décadente, incapable de bouger, joue sur des formes du présent. Je vous indique très rapidement, non je ne les ai pas donnés parce qu'ils ne me semblent pas très utiles, mais je passe tout de suite à mon dernier point, le présent de narration. Ce présent de narration pose beaucoup de problèmes parce que les chercheurs n'ont pas encore
établi, il me semble, un consensus pour savoir si les présents de narration sont des présents du roman, et si donc ils ajoutent une dimension romanesque à l'écriture des mémoires de Saint-Simon. Dans l'année 1715, mais je ne vais pas avoir le temps de vous les indiquer, on trouve seulement 8 épisodes au présent de narration. Le plus célèbre étant la chute de la princesse des Ursins. Quant à 1710, on en trouve très peu, mais un qui me semble tout à fait intéressant parce qu'il montre une véritable explosion du présent de narration dans l'œuvre de Saint-Simon. C'est les pages 1011 et 1012 qui concernent un fait de guerre où Saint-Simon n'a pas de mots assez puissants pour se révolter devant l'attitude de Vendôme en Espagne. Vendôme a retiré toute la gloire d'une action militaire qu'il a failli compromettre. Et là, nous trouvons 36 présents de narration à la suite, un record. Et Saint-Simon, cela me semble assez anecdotique, mais en même temps assez intéressant, est tellement emporté par son récit qu'il va même oublier un présent de narration qui, vous le verrez dans l'édition de la Bibliothèque de la Pléiade, est rétabli entre crochets par Coirot. Dans tous ces passages, que peut-on remarquer ? Je vous lis rapidement l'extrait pour le plaisir, même si cela va me faire perdre du temps. Au lieu de ménager des forces comme miraculeusement rassemblées et rétablir peu à peu les affaires sans les commettre tout à la fois au dernier hasard, l'imprudence de M. Vendôme, et là nous rentrons dans le présent de narration, le fait jeter à corps perdu dans le panneau qui lui est tendu. Sa négligence ne se donne pas la peine d'être instruit du lieu qu'il prétend enlever d'emblée. Au lieu d'un poste, il trouve une place lorsqu'il a le nez dessus. Au lieu de quelques faibles détachements avancés, remarquons aussi l'anaphore, il rencontre une grosse garnison commandée par la seconde personne, mais la plus puissante de l'armée ennemie, etc., etc. Quels sont les effets de ces présents de narration ? D'abord, thématiquement, tous les passages traduisent l'indignation, voire l'ironie du mémorialiste face à des actions spectaculaires et répréhensibles, avec des personnages menteurs et cruels. Les sujets du présent de narration, c'est le cardinal de Bouillon, Louvois, Vendôme, ou qui ne sont pas mauvais, mais qui agissent comme des menteurs. D'où l'idée que ce présent de narration, on pourrait aussi l'appeler le présent d'indignation. Par ailleurs, ces présents de narration ont des effets fictionnalisants. Ils mettent en avant le caractère spectaculaire de l'action, induisent une rupture avec le passé simple des faits, un passage du temps de l'énonciation au passé simple à un temps de la non-réalité, qui est celui du présent de narration. Ainsi, les présents de narration montrent des phénomènes d'une réalité alternative, contrefactuelle, et pourtant au présent et non au conditionnel. Ils jouent, troisième point, sur des effets de mise à distance, voire d'ironisation. Le potentiel comique de certains passages, par exemple la chute de la princesse des Ursins, est bien rendu par le présent de narration, qui a une volonté aussi ironique lorsque Saint-Simon va tourner au ridicule des personnages comme le cardinal de Bouillon et sa lettre de démission dans la chronique de 1710. Enfin, et je m'arrêterai là-dessus sur le présent de narration, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire, il induit indéniablement une tonalité un peu plus romanesque que le présent de Régie ou le présent de Vérité Générale. Mais en même temps, ce romanesque est congédié aussitôt que convoqué, et la rareté des présents de narration, que j'ai représentés dans les deux graphiques ici, montre bien que Saint-Simon se méfie de la tentation romanesque, pour reprendre une expression qui a déjà été utilisée par de nombreux chercheurs. Il me reste un tout petit moment pour parler d'une question annexe, mais tout de même intéressante. Que se passe-t-il dans les passages sans présent et sans passé simple ? Il y a des passages où Saint-Simon n'utilise aucune forme verbale conjuguée. Je n'ai pas le temps de lire la citation, mais elle peut peut-être, et je le suggère en conclusion, adopter l'idée d'un Saint-Simon poète. Saint-Simon qui va jouer sur une forme élégiaque ici lorsqu'il déplore la décadence de la société française à la mort du roi Louis XIV. Je laisserai la citation dans la version publiée. Et je conclus. 3 points pour conclure rapidement. D'abord, le présent, dans un récit de non-fiction, a un rapport avec la fiction. En miroir du passé simple qui indique dans le récit de fiction la nature fictionnelle du texte, le présent dans le récit de non-fiction contribue à la nature non-fictionnelle du texte. Il inscrit le procès du texte dans le moment de l'énonciation non feinte, avec, je prends la terminologie de Kettenberger, un jeu originel qui prend position. C'est le cadre du présent de vérité générale et du présent de récit. Deuxièmement, la posture de l'écrivain face au présent grammatical. J'ai distingué 5 postures d'importance très différentes. Je les résume très rapidement. La posture du moraliste, il me semble la plus importante factuellement. La posture de l'historien ou du chroniqueur, deuxième dans l'importance. Troisièmement, la posture de l'autobiographe, troisième dans l'importance.
Quatrièmement, la posture du romancier, avec toutes les pincettes que nous devons prendre. Quatrième dans l'importance. Et enfin, la posture descriptive du guide touristique, je reprends l'expression de Marc Hersan, qui est néanmoins très résiduelle. Et enfin, mon dernier mot. N'oublions pas que le présent n'a pas toujours valeur de temps présent. La distinction allemande entre tempus, le temps grammatical, et Zeit, le temps phénoménologique, joue ici. Entre l'histoire, la non-fiction, et la fiction, les présents vont se distribuer. Et le seul présent qui a une valeur de fiction est le présent de narration. Deuxièmement, le présent n'a pas toujours de valeur temporelle. C'est ce que j'ai proposé ici dans les lignes de ce tableau conclusif. Et si certains présents conservent leur valeur temporelle, comme le présent tabulaire ou le présent autobiographique, des présents perdent leur valeur temporelle, le présent de vérité générale, le présent de régie et le présent de narration. Le seul présent qui a vraiment une valeur de temps présent, c'est le présent autobiographique, rare chez Saint-Simon, même s'il existe. Voilà, et je termine dans les temps, et je vous remercie de votre attention.